BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H avec notre invité. Ce soir, c'est Bruno Retailleau. Il est président du groupe LR au Sénat. Bruno Retailleau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Puis bien sûr, vous êtes président de la région des Pays de la Loire. Bruno Retailleau, vous avez suivi comme nous ce feuilleton Alstom avec aujourd'hui le gouvernement qui a donc annoncé avec le groupe Alstom une plus de commandes et d'investissements pour sauver le site de Belfort. C'est un bidouillage, c'est un sauvetage. Il fallait le faire pour éviter peut-être la désespérance industrielle. Quelle est votre réaction, Bruno Retailleau ? En tout cas, j'imagine que la réaction des ouvriers qui sont à Belfort sont satisfaits. Simplement, je voudrais dire que on ne sait pas si c'est une opération effectivement sauvetage d'Alstom ou sauvetage du futur candidat François Hollande. Rien n'a été signé. Vous allez observer qu'aujourd'hui, on a des effets d'annonce. Rien n'a été signé. Et on est toujours dans cette stratégie du gouvernement, une stratégie aussi hollandaise de faire payer demain par d'autres les promesses et les cadeaux électoraux d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Moi, ce que j'observe, deux remarques simplement. La première, c'est que le gouvernement, l'État n'a rien vu venir. Et on doit faire un rafistolage de dernière minute. Mais est-ce qu'il fallait le faire là ? Est-ce qu'il fallait le faire ? Je pense que oui. Je pense que oui, pour ce qui me concerne. Mais très franchement, il aurait fallu l'anticiper. Voilà. Et ce qu'on demande à un président de la République, c'est de créer les conditions favorables à une vraie réindustrialisation. Et ce genre d'expédient, vous pensez bien qu'on ne peut pas le faire systématiquement, parce que ça ruinerait la France. Oui, mais il n'y a pas de secret non plus, si vous voulez. Il faut savoir aussi ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il faut que l'État investisse si on veut une politique industrielle, si on veut une politique ferroviaire. Voilà, l'argent ne va pas tomber du ciel. Vous avez raison. Quand on a un acteur qui s'appelle vous avez raison. Il faut savoir ce que l'on veut. François Hollande ne sait pas ce qu'il veut. Depuis 4 ans, il n'a fait aucune réforme de fond. Ni la loi Macron n'en a été une, ni la loi El Khomri n'en a été une. Edgar Faure disait, il avait le secret des belles phrases, et il disait finalement, en France, on est toujours en avance d'une révolution parce qu'on est toujours en retard d'une réforme. Ouais. Et c'est parce qu'on ne réforme pas, parce qu'on n'a pas fait le travail que la plupart des grands pays européens ont fait, qu'aujourd'hui, on a une forme de désespérance industrielle et qu'on produit en industrie moins que ce que l'on produisait en 2008, avant la crise. Oui, on va y revenir parce que vous, en plus, vous avez aussi des dossiers industriels très lourds. Hein. Exact, notamment STX. C'est pour ça que je vais vous poser la question, et j'ai bien compris votre prudence par rapport au dossier de Belfort. Mais vous avez commandé des trains intercités, vous, à la région ? Non, aujourd'hui, la région des Pays de la Loire dispose d'un parc de rames qui est totalement satisfaisant. Et qui ont été fabriqués par qui ? Et même, alors, qui ont été fabriqués, à l'époque de mon prédécesseur, en partie par Bombardier. Oui, c'est ça, parce que vous posez la question aussi... Qui produit aussi en France. En Normandie, c'est Bombardier. Vous posez la question à l'Île-de-France, c'est aussi Bombardier. Voilà, non mais vous avez complètement raison, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est compliqué. Moi j'ai été élu depuis le mois de décembre, je peux pas être comptable de tout, simplement. Vous débarquez pas dans la région non plus, Bruno Retailleau. Non mais j'étais pas élu, et ça n'est pas moi qui ai pris ces décisions. Maintenant, Bombardier a aussi des entreprises qui produisent en France. On en entendra sans doute parler d'ailleurs dans quelques mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des entreprises qui vont pas excessivement bien, voilà. Mais ça veut dire quoi ? On va entendre parler dans quelques mois. Parce qu'il y a des entreprises, des sites qui peuvent être aussi mis en difficulté avec de l'emploi en France. Oui. Alors moi, j'ai repris justement, je vous ai écouté, vous étiez chez nos confrères d'RTL, Bruno Retailleau, et vous avez dit cette phrase, l'État a tous les outils pour s'opposer à une mauvaise reprise du chantier naval de Saint-Nazaire. On va rappeler que c'est au coréen STX qui met en vente les chantiers navals de Saint-Nazaire, en l'occurrence. Vous voyez, tout le monde se tourne vers l'État, même quand on est dans l'opposition, même quand on est président du groupe Les Républicains au Sénat. Je vais vous dire non, parce que la situation de STX, grâce au savoir-faire de toutes les équipes d'STX à Saint-Nazaire, est radicalement différente. Pourquoi ? Parce que à STX, il y a un carnet de commandes de 10 ans. Mais c'est la même chose chez Alstom. C'est la même. Mais attendez, Alstom a des commandes aux États-unis, a des commandes en Inde, a des commandes en Europe. Non, nous c'est un autre problème. C'est un autre problème. STX doit construire 14 paquebots, 100 millions d'heures de travail. Donc il n'y a pas de problème de carnet de commandes.
Il y a un problème capitalistique qui fait que, en réalité, les Coréens qui sont surendettés, STX on le savait depuis le départ, doit vendre. Voilà. On le savait depuis le départ. Ce que moi je souhaite, c'est qu'on puisse construire autour d'un industriel européen qui a une vision industrielle et long-termiste, un tour de table. Il y a des solutions. Ça n'est certainement pas pour moi l'italien Fincantieri qui vient de s'allier avec des Chinois pour produire 2 paquebots en Chine, pour faire du transfert de technologie en Chine. Ça n'est pas vraiment ce qu'on cherche à obtenir. Donc voilà, l'État a une minorité de blocage qui permet à l'État, dans un tour de table, de dire non, par exemple, si c'était un fonds. Mais voilà, mais l'État est quand même très important, donc peut-être qu'on est sur. Je n'ai pas dit que l'État n'était pas important. J'ai dit que l'État. Ce que nous demandions à l'État, ça n'était pas du rafistolage de dernière heure, c'était d'avoir une vision industrielle. Et la vision industrielle, c'est pas des subventions de dernière minute, c'est de préparer la France, de faire les réformes en matière de droit du travail, de coût du travail, etc., d'innovation, de recherche, de les aider évidemment pour que on puisse avoir un site France qui soit compétitif. Oui, et le travail. C'est pas une question de compétitivité, en l'occurrence, c'est la salarié. Non mais vous me parlez du problème de l'industrie. Ouais. Je vous disais tout à l'heure que le niveau industriel aujourd'hui de production est inférieur à ce qu'il était en 2008. Et on a un vrai problème, tout simplement, parce que la France n'a pas fait les réformes que les grands pays européens ont fait. Pardon, vous connaissez le dossier 150 fois mieux que moi, Bruno Retailleau. Mais en même temps, c'est les chantiers navals de Saint-Nazaire, c'est pas un problème de compétitivité, parce qu'ils sont compétitifs, ils ont remporté des dossiers. Il y a aussi un problème de compétitivité. Je vous assure que en matière de droit du travail sur les sous-traitants, on est non, mais là, heureusement, on a des équipes qui sont pointues, mais avec des normes. Non, je pourrais vous en parler aussi en matière, par exemple, de contrats de chantier, etc. Tant qu'on aura un droit du travail extrêmement corseté, on pourra avoir des problèmes, pas à STX, mais aussi dans l'industrie française. Oui, du reste, j'en profite. On parle de compétitivité, donc de chiffres. Donc j'en profite pour saluer Emmanuel Le Chypre qui vient de recevoir. Bonsoir Emmanuel, et qui viendra vous défier aussi, peut-être sur l'aspect plus politique des primaires, puisque vous soutenez François Fillon. Plus que jamais. Plus que jamais. Bon, oui. Parce que veut dire ce plus que jamais, c'est presque un cri du désespoir. Enfin, non, en tous les cas, c'est au contraire un cri d'espérance. Oui, juste, je voudrais revenir. C'est le mondial de l'automobile. On est à 2 pas du salon. On s'en souvient. Vous aviez beaucoup critiqué. Ça a coûté très cher à votre région. Heuliez, le dossier Heuliez avec Ségolène Royal qui a défendu la voiture électrique. Bah oui, mais lorsque une catastrophe, ok, mais aujourd'hui, vous voyez bien. C'est pas la voiture électrique qui est une catastrophe. La voiture électrique, c'est l'avenir de demain. Enfin, en tous les cas, c'est ce que nous dit tout le monde. Il y a 2 choses. Bien sûr, j'entendais l'autre jour la présidente General Motors qui disait que dans les 5 prochaines années, la révolution automobile sera plus accélérée que dans le demi-siècle passé. Elle a raison. Ce que j'ai critiqué avec Ségolène Royal, et on a vu la fin d'ailleurs, on a vu le résultat, c'est qu'un élu qui s'entiche un jour d'une idée et qui se prend pour un industriel. Je crois que non. Nous, les élus nationaux ou régionaux, on doit créer les conditions favorables aux chefs d'entreprise. Mais dès lors qu'on commence à confondre les rôles, halte là. Et on a vu sur ce dossier malheureux de la MIA, finalement, que les calculs de Madame Royal ont été faux. Oui, mais on voit bien quand même que l'industrie, surtout quand il y a des emplois sur des sites industriels, c'est un peu l'otage des politiques, malgré tout. Mais pourquoi ? Parce que personne n'est étranger à la souffrance des gens. Ouais. Personne. Moi, j'ai vécu en Vendée. Pourtant, Dieu sait si je suis dans un département et dans une région qui est très dynamique, où la part de l'industrie, et c'est la 2e d'ailleurs région française en matière de production industrielle. Mais j'ai vécu, moi, des dossiers difficiles. Oui. Et on est des hommes et des femmes. Et quand on a un pépin, je peux vous assurer qu'on essaie de trouver une solution pour soulager la souffrance des familles. C'est quelque chose d'humain. Est-ce que c'est pas cette légion, ça fera avec les primaires, parce que le candidat que vous soutenez a quand même un programme, je dirais, très libéral. Est-ce que c'est pas ce lien un peu incestueux qu'il faut couper entre l'industrie, l'économie, les entreprises et l'État? Non, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a une stratégie. Regardez les Américains, qui sont très libéraux. Ils ont une stratégie de puissance très ordonnée. Ouais. On pourra tout à l'heure parler de leur agriculture. Ils ont une Farm Bill 2, une loi de soutien de leur agriculture extrêmement ferme, alors qu'ils prêchent justement pour le libre-échange partout dans le monde, en se protégeant eux-mêmes. Donc je pense qu'il faut, encore une fois, ce qu'on demande à l'État, ce qu'on demande aux collectivités, c'est de donner les outils, les leviers aux entreprises pour se développer. Ce que nous ne faisons pas aujourd'hui en France, parce qu'on a de multiples blocages. Et je soutiens
soutiens François Fillon parce que c'est celui qui a fait le meilleur diagnostic, la France en faillite, vous vous souvenez, il avait été beaucoup critiqué, et c'est celui qui va le plus loin dans les solutions qui permettront de redresser l'économie française. Je vois Emmanuel Le Chypre qui bouge sur sa chaise. Juste une question vraiment d'actualité sur le dossier STX, on en est où là? Ça va se passer là? Bah écoutez, le tribunal, voilà, d'ici la fin de l'année, moi je pense qu'il y a une bonne solution. Avec qui, autour de qui? Je pense que la solution autour du Hollandais Damen doit être expertisée plus en avant. Je pense qu'il peut y avoir aussi d'autres partenaires autour de cet industriel qui est une entreprise familiale hollandaise. Mais je vais rencontrer le président et je pense qu'il y a des questions très précises à poser. Et le tribunal, puisqu'il y a un mandat judiciaire, il y a une procédure collective en Corée et il faut que d'ici la fin de l'année, le dossier soit bouclé. Mais j'ai des questions à poser en matière de maintien du management, de politique sociale, de financement du plan d'investissement de STX. Et il faut que la diplomatie française s'active. On vient de m'apprendre qu'il y a quelques heures, le tribunal avait souhaité mettre dans un pot commun l'ensemble des activités de STX, avec STX France. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le chantier naval de Saint-Nazaire. Donc, il y a quand même quelques questions qu'il faut absolument lever. Quelques inquiétudes. Quelques inquiétudes. En tout cas, heureusement, l'État, qui a une minorité de blocage, il y a aussi un pacte d'actionnaires, peut s'opposer à des visées hostiles sur un chantier qui est en train de réussir et qui est un des meilleurs chantiers au monde. Et élection ou pas, qu'on soit de droite comme de gauche, la diplomatie économique, tout le monde dans le même panier pour soutenir et défendre l'industrie tricolore. Non, là, c'est ma ligne. Là, tout d'un coup, là, vous êtes, là, tout d'un coup, vous oubliez vos critiques par rapport à François Hollande. C'est l'intérêt général. Hein, c'est l'intérêt général. Mais là, François Hollande n'y est pour rien, malheureusement, heureusement. C'est pas son propre pour l'instant. Voilà. Allez, on va parler de primaire et de politique et de programme de François Fillon, avec notamment Emmanuel Le Chypre. C'est les chiffres de Le Chypre. BFM Business, l'heure H, le chiffre de Le Chypre. Emmanuel, oui, parce qu'on va parler beaucoup de chiffres là, en l'occurrence. Il y a les chiffres de croissance du FMI là, qui sont assez mauvais pour l'économie mondiale. Ouais. Et du coup, vous voulez revenir bien sûr sur l'équation du programme économique de François Fillon, qui doit, nous l'espérons, participer à ce grand oral de l'économie. Est-ce que vous ne chargez pas un peu la barque avec un maximum sur l'héritage ou sur l'histoire des 20 milliards qui sont dans la nature? Explication peut-être? Oui, alors d'abord, un bon point, c'est que quand on regarde les prévisions de croissance qui sont retenues dans le programme de François Fillon, elles sont vertueusement raisonnables. On se rappelle qu'en 2012, tous les candidats nous promettaient plus de 2% de croissance pour les années à venir. Là, effectivement, vous êtes sur des prévisions 1,3, 1,5, 1,9, etc. Très raisonnables. En revanche, alors moi j'ai un problème avec votre évaluation du déficit pour 2017. On va rappeler, Emmanuel, encore une fois, vous avez évalué le programme de François Fillon comme celui de Bruno Le Maire. En plus, que vous faites, voilà. Et je confirme que, comme le disait Bruno Retailleau, c'est bien le programme le plus sanglant de tous les programmes. Donc, alors on y va. Ouais. Mais on y reviendra. Alors, effectivement, parce que le budget tel qu'il est pour le moment prévu pour 2017 par François Hollande, c'est 2,7 points de déficit. Vous retenez 4,7 points. Alors j'ai essayé de voir d'où venait la différence. La différence, elle vient pas vraiment de l'application de votre programme, puisque vous réduisez de 100 milliards la dépense publique sur la durée. Donc ça fait sur 5 ans. Sur 5 ans. Mais donc là, en 2017, si on considère que vous faites un effort homogène, c'est 25 milliards de dépenses publiques en moins. Vous faites 16 milliards de recettes de TVA supplémentaires. Donc vous voyez qu'on est déjà à presque 36 milliards qui ont la contrepartie qui ne sont pas de l'allègement du coût du travail. 40 milliards de baisse de cotisation, plus 5 milliards d'ISF, etc. Donc, bon, ça fait 10 milliards de déficit en plus. Mais si on considère, la facture Hollande, pour le moment, elle est plutôt de 10 milliards. Donc, ça veut dire que entre l'application de votre programme et la facture Hollande et vos 4,7 points de PIB, il reste quand même 20 milliards. Donc, soit vous chargez vraiment beaucoup la barque et vous pensez que ça va déraper complètement côté Hollande. Ah, je pense que ça dérape. Je peux vous l'expliquer si vous voulez, hein. Je peux vous l'expliquer. Oui, là, ou alors vous avez la commission des finances. Là, rapidement, mais ça a besoin d'explications parce que quand même, moi-même, j'ai du mal à suivre. Allons-y. Très rapidement. Oui. Le problème du budget qui va nous être proposé, construit par Monsieur Hollande, enfin Monsieur Sapin, Monsieur Eckert. Christian Eckert qui était à ce même micro hier. Il est très simple. C'est que plus aucun économiste, ni du FMI, ni de l'OCDE, ni des économistes français ne croient à l'hypothèse de croissance. Donc on a du côté des recettes
Les recettes sont on leur a fait surévaluées. Systématiquement, ils ont toujours tenu la croissance. On a dégonflé, Gilles Carrez l'a dit, au Sénat, Albéric de Montgolfier l'a aussi montré, il y a des milliards et des milliards d'euros qui passent par des artifices comptables. On aura sans doute 6,5 milliards d'euros d'artifices comptables qui devront être payés ensuite par les gouvernements suivants. Donc plus personne ne croit dans la fiabilité du budget. Jamais d'ailleurs. Depuis qu'il existe. Le Haut Conseil des finances publiques, jamais le Haut Conseil des finances publiques n'aura été aussi sévère pour critiquer les hypothèses. 2007, les hypothèses trop optimistes. 2017, j'ai dit quoi 2017. Mais sur les budgets précédents, ils ont été dans les clous à peu près. Non, il y a eu un dérapage. Mais là, si vous voulez, en 2016, c'est un budget électoral. En 2015, 2016, ils ont été dans les clous. Parce que François Hollande, chaque semaine, fait des cadeaux électoraux qui s'additionnent. Alors, Gilles Carrez, Albéric de Montgolfier disent autour de 10 milliards d'euros, effectivement. Et ces 10 milliards d'euros vont hypothéquer les budgets à venir. C'est la raison pour laquelle plus personne ne croit. Ceux qui sont censés, ceux qui connaissent la réalité des chiffres, à l'hypothèse de 2,7% de déficit en 2017 et qu'il y aura un dérapage qui fera que le déficit en réalité sera au-dessus des 3%. Il y aura encore plus de dérapage avec un programme Fillon. Il y aura encore plus de dérapage. La grande différence, je vais vous dire, la grande différence, c'est que malheureusement, et ça c'est une chance manquée pour la France, François Hollande a parlé de l'alignement des planètes. C'était quoi l'alignement des planètes? C'était une fenêtre de tir historiquement exceptionnelle. C'était un euro pas cher, des taux d'intérêt très bas. On connaît ici un pétrole, voilà. Et malheureusement, il n'a pas profité de cette fenêtre de tir pour réformer la France. Mais vous n'aurez pas forcément cette fenêtre de tir. Non, mais si on réforme la France, j'en suis sûr, je connais de près les entreprises de travail, vous savez, d'un président de région, c'est d'être en permanence. J'étais hier à Angers, j'avais 150 chefs d'entreprise de PME. Et ce qu'ils réalisent, c'est exceptionnel. Quand on aura déverrouillé le coût du travail, le droit du travail, un certain nombre de charges, de normes, je vous assure que l'économie française repartira parce qu'on a des salariés, des chefs d'entreprise qui sont très dynamiques. Donc François Fillon fait un choix. Ça repartira, mais les 2 premières années, c'est extrêmement violent. 2 années. La hausse de la TVA. Absolument. Mais attendez, Bruxelles, on s'assoit de ça, la confiance française, de l'Europe, de l'Allemagne notamment, dans la ligne, la trajectoire, comme on dit, de la France est important, non? La trajectoire aujourd'hui de la France, c'est le mur. De façon accélérée. Regardez le chômage. Je prends un exemple, le chômage. En 2012, on était au 14. Oui, mais le chômage, c'est aussi des dépenses sociales. Vous le savez bien, via l'indemnisation. Et regardez la situation dans laquelle est l'UNEDIC. Ma question. On prend le chômage qui est un personnage clé, un point clé. On est bien d'accord. 22e rang sur 28. 22e rang sur 28 et puis en plus avec toutes les conséquences aussi que ça. Le choix de François Fillon, il est clair. Il dit je vais réformer en profondeur. Un peu comme Général de Gaulle finalement a fait en 58. C'est un peu les mêmes circonstances. On fait de vraies décisions, de vraies réformes. C'est un investissement. Et le propre d'un investissement, c'est que ça coûte sur les 2 premières années, mais ensuite ça rapporte. Ça rapporte avec le plein emploi. Ça rapporte avec moins de chômage. Ça rapporte avec de la croissance. Et ça rapportera aux Français. Donc là, vous répondez pas à ma question. Pardon, juste par rapport à l'Europe qui se porte mal, malgré tout. Si en plus la France, qui est un grand pays au sein de l'Union européenne, n'est plus crédible, ne respecte pas ses engagements et ses fameux critères, c'est pas trop grave. Non, je vais vous dire. Ça n'a pas d'importance. Je vais vous dire. Les dirigeants européens savent que la France représente un risque systémique. C'est-à-dire que demain, si la France ne fait pas ces réformes-là, ça peut entraîner l'éclatement de la zone euro. Si demain, François Fillon, qui connaît bien d'ailleurs les dirigeants européens, c'est un homme d'État, voit ses partenaires en disant, écoutez, ce que vous avez fait, vous l'Allemagne, un petit peu l'Italie, et d'autres pays, ce que vous avez fait, nous allons le faire maintenant. Alors, acceptez une dégradation temporaire des finances publiques parce qu'on va relancer la machine et on sauvera l'euro et on sauvera surtout l'économie française et on donnera enfin un espoir aux Français. Ok, là on est presque dans un meeting. Fillon, qu'est-ce qu'il faut pour que François Fillon arrive justement à revenir dans la course là, ou à l'inverse, qu'est-ce qui lui manque? Écoutez, il ne faut pas que la primaire soit volée par un petit système qui est en train de verrouiller cette primaire avec. Le petit système, il s'appelle Nicolas Sarkozy, c'est ça? Non, un système politico-médiatique, un microcosme, voilà, qui verrouille une primaire.
primaire entre Nicolas Sarkozy et puis Alain Juppé. Il faut dire ça, tout est focalisé, tout est focalisé sur ce tandem-là, et du coup, c'est difficile de se faire entendre, y compris médiatiquement. Donc moi, il reste encore 2 mois. François, c'est simple, c'est un homme d'État. Il a fait le bon diagnostic pour la France. Je parlais de la France en faillite, et en plus, il articule pour moi 2 questions importantes: la question de l'économie, le chômage, ce que j'appelle moi le déclassement économique, et la question de la dépossession culturelle identitaire. Le dernier livre qu'il a fait face au totalitarisme islamique est important. C'est celui qui réunit, qui fait la meilleure synthèse pour la France en disant... Vous avez vu hier ce documentaire j'étais en réunion... sur Juppé, le ressuscité. J'étais en réunion à Angers justement avec des chefs d'entreprise. Parce que Alain Juppé dit, en l'occurrence sur François Fillon, très dur sur Bruno Le Maire, hein, en disant c'est un faux moderne, bon on va passer, sur François Fillon, il dit c'est quelqu'un qui a été courageux, etc. Mais son problème, c'est l'indécision. Mais écoutez, voilà, je l'ai connu sur l'UMP, l'indécision de ne pas démissionner, l'indécision, etc. Sur l'UMP, il était victime des plus grandes triches. Il a eu en responsabilité, il a considéré, il aurait très bien pu saisir la justice, il n'a pas voulu le faire pour ne pas briser définitivement la famille politique. Il a donc fait le choix de l'unité, et c'est un choix, c'est vrai, qui lui a beaucoup coûté et qui lui coûte sans doute aussi aujourd'hui. Maintenant, moi, je l'ai côtoyé puisque j'ai été son vice-président quand lui-même était à ma place, président de la région des Pays de la Loire. Je peux vous assurer que les décisions, il les prend, hein, il les prend vite, hein, et quand il faut trancher, il sait trancher. Quand on le connaît de près, croyez-moi, ça n'est pas un indécis, François Fillon. C'est ça le problème. Un mot. Il faut le connaître de près pour s'en rendre compte. Alors c'est aussi c'est vrai que son travail en même temps, évidemment, c'est de communiquer, mais c'est difficile parce que c'est un homme qui est tout en retenue. Moi, je pense en même temps que ce qu'attendent les Français aujourd'hui, c'est pas un plateau de télé-réalité, c'est en même temps une forme de constance, une forme d'élévation et de conception de la fonction présidentielle. Comme dit Alain Juppé, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on a envie d'emmener sur une île déserte. C'est pas ce qu'on demande du reste à un président. Ça sera la phrase de conclusion de ce reportage. Demandez-lui de vous emmener en automobile. C'est un fan de vitesse, voilà, vous verrez. Et là, il faut savoir freiner et accélérer. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Chip. Merci Bruno Retailleau d'avoir été avec nous. Dans un instant, les décodeurs de l'écho avec Fabrice Lundi.